Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 12 de Valkyrie Apocalypse. Allez, comme d'habitude, on regarde la jaquette et les différents bonus qu'il y a. Et ben, devinez, il y a qui sur la jaquette. On retrouve notre cher Bouddha, charismatique, opposé à Zerofuku, le dieu du bonheur, hein, qui vont enfin débuter leur fight dans ce tome-là. Quatrième de couverture, comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose. Le petit résumé des familles, petite page en couleur. Et oui, on a une petite page en couleur où on peut retrouver la classe et tout le flow de notre cher Bouddha, avec accompagné de son petit sceptre. Alors je sais pas comment ça s'appelle ce qu'il porte à la main. Moi je l'appelais le petit sceptre. En tout cas, encore une fois, le petit flow de Bouddha, franchement il est trop kiffant. Comme d'habitude, pas de présentation des personnages dans ce tome. Pas de petits mini résumés. Et puis c'est tout. Allez, on s'attaque directement à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome-ci? Eh bien j'ai envie de dire qu'il s'est passé 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler Duel chez les divinités. Et oui, hein, puisque d'un côté on a Bouddha qui œuvre pour les humains, et de l'autre Zerofuku, divinité du bonheur, qui œuvre pour les dieux tout simplement. Et puis là ça va être Bouddha qui va ouvrir les hostilités en mettant une espèce d'un grand coup de pied dans le ventre de Zerofuku, qui va un peu lui faire couper le souffle. Du coup Zerofuku il sera totalement énervé et puis il va sortir sa hache. Alors sa hache elle a un nom, hein, ça s'appelle la hache des lamentations. Il va la prendre, il va tout simplement l'utiliser en essayant de couper en deux Bouddha. Sauf qu'en face, c'est Bouddha, hein, on connaissait Bouddha, il avait sa capacité d'esquiver ses coups assez facilement, hein, notamment qu'il s'était retrouvé face aux 7 dieux du bonheur dans les vestiaires. Et puis là, il réitère la même chose, hein, c'est-à-dire qu'il esquive tous les coups de hache que Zerofuku lui porte. Une chose assez importante, c'est que la hache de Zerofuku a la particularité de se nourrir du malheur, hein, tout simplement. Et comme Zerofuku n'arrive pas à toucher Bouddha, il est de plus en plus colérique, malheureux, et du coup ça permet à sa hache d'être encore plus puissant. Et puis là, t'as Bouddha qui parvient à esquiver, il esquive à droite, à gauche. Puis là, Zerofuku, il en a marre, hein, il décide de passer aux choses supérieures. Il décide de transformer sa hache en une espèce de grosse hache assez badass, assez puissante, pour porter un coup fatal directement sur Bouddha. Bouddha il voit ça, il prend son sceptre et puis il utilise son sceptre, et son sceptre, on le voit que son sceptre se transforme et prend l'apparence d'un bouclier. Du coup grâce à ça il a pu esquiver le coup assez puissant de Zerofuku. Alors on voit que son bouclier il a un nom, hein. Son bouclier ça s'appelle simplement le bouclier de l'Ahimsa. Ouais, c'est assez compliqué, en tout cas c'est un bouclier qui est sorti grâce à la transformation de son sceptre. Et puis on en apprend un peu plus sur son sceptre, hein. C'est tout simplement que son sceptre il dispose de 6 incantations. Ces 6 incantations, alors ça s'appelle les 6 destinées. Et puis on apprend que son fameux sceptre, c'est pas lui qui le dirige directement avec sa volonté, mais il est régi à ses émotions. En quelque sorte, si lui il veut que, je sais pas, son sceptre se transforme en espèce de poignard, et ça va pas forcément se transformer en poignard, mais il faut que ses émotions lui permettre de transformer son sceptre en poignard. J'ai pas tout bien compris. Si j'ai bien compris le système, c'est que si vous préférez, son arme se transforme en fonction de ses émotions qu'il a à l'instant T, mais pas à sa volonté. Donc c'est quand même c'est une arme quand même à double tranchant. Du coup, par-delà de ça, on a encore Bouddha qui arrive à esquiver la grosse attaque qu'a lancé Zerofuku. Du coup, il est foudrage Zerofuku, il retransforme une nouvelle fois
sa hache cette fois-ci, il la transforme en une millier de petites lames tout simplement pour attaquer Bouddha. Et lui, Bouddha, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il transforme son arme en une espèce de grosse massue. Tout simplement pour attaquer, attaquer Zerofuku. Du coup, il arrive à esquiver, il passe derrière Zerofuku et puis il le met un coup. Donc voilà comment se termine le premier événement avec un duel opposé à Zerofuku face à Bouddha. Un duel de... J'ai envie de même appeler ça un duel d'artefacts. C'est le mot trouvé. Duel d'artefacts avec un petit avantage quand même à Bouddha, hein, vu qu'il a une petite capacité qui lui permet tout simplement de voir dans le futur. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le passé de Bouddha. Eh oui, hein, puisqu'on a eu le passé de Zerofuku, hein, comment ça se fait qu'il est devenu un être aussi abject, méchant, alors qu'à la base il est quand même censé distribuer du bonheur. Et là on a le passé de Bouddha. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir une... alors on va pas le voir dans son passé comment est-ce qu'il a fait pour devenir une divinité, mais on va plus voir quelle est l'idéologie de Bouddha. Alors c'est simple, on va retrouver Bouddha qui avant de devenir une divinité c'était un simple humain, hein. Alors il était prince d'une ville qui s'appelait, alors la ville ça s'appelait la Chakias. C'était un petit prince et dès le départ, hein, tout petit, l'oracle de sa ville lui avait prédit qu'il allait diriger tout simplement les humains. Et puis lui, il avait tout simplement accepté entre guillemets son sort. De l'autre côté, on a son meilleur pote, hein, qui lui aussi est un prince mais d'une autre ville qui s'appelle Jataka. Ouais, c'est ça, qui s'appelle Jakata. Et qui était, alors lui c'est pas un prince, c'était le roi tout simplement de la ville. Et puis ils se sont rencontrés tous les deux et puis il a expliqué à Bouddha comme quoi qu'il était malade et qu'il avait une maladie incurable et qu'il avait plus longtemps pour vivre. Et puis Bouddha il lui a dit mais toi tu t'en fous, t'as tout ce que tu veux, t'as la richesse, bref t'es tranquille. Et puis là t'as son pote Jataka qui lui dit non, finalement j'ai été dans l'ensemble assez malheureux puisque je n'ai pas pu vivre selon mes désirs, selon mes émotions, donc j'ai été quand même un peu malheureux durant toute ma jeunesse puisqu'il n'a pas pu découvrir le monde selon ses émotions. Et puis là t'as Bouddha qui fait ah ouais mince, il n'avait pas pensé à ça. Et puis justement son pote de toujours il est mort, hein, il est mort. Et puis à la mort de son pote, t'as Bouddha qui a un peu changé d'idéaux, hein, puisqu'il a vu que son pote, malgré qu'il avait tout ce qu'il voulait, hein, parce que son pote était quand même roi, etc., qu'il est mort en étant malheureux et qu'il n'avait pas pu trouver le bonheur, tout simplement parce que il a été mis directement, si vous préférez, il a suivi les recommandations de ses pairs, hein. C'est en quelque sorte, si vous préférez, tu as une famille riche qui a un enfant, hein, on va dire un fils. Puis le fils, lui, il veut devenir pilote de ligne, on va dire ça, hein, c'est son rêve de toujours de devenir pilote de ligne. Et puis maintenant, tu as ses parents qui veulent tout simplement le conditionner pour qu'il reprenne l'affaire familiale, par exemple, et qu'il devienne un grand avocat. Du coup, l'enfant, il va être obligé d'aller et de suivre les recommandations de ses parents pour reprendre l'héritage, en quelque sorte. Sauf qu'au final, l'enfant n'aura jamais trouvé son bonheur. Au contraire, il sera plutôt malheureux, même s'il gagne bien sa vie. Et bien là, au travers de cette petite histoire, c'est exactement la même chose, hein. D'un côté on a le roi Jataka qui au final est mort en étant malheureux, et du coup Bouddha, vu que c'était son meilleur pote, ça l'a beaucoup touché, et il va un peu faire évoluer son idéologie. Et lui, et désormais pour lui, il va tout simplement dire que l'humain doit pas le bonheur ne doit pas être donné à l'humain, mais il va tout simplement être trouvé par lui-même. Et c'est un peu l'idéologie contraire que Zerofuku prône, hein, parce que Zerofuku, lui, son idéologie, c'est quoi? C'est tout simplement distribuer le bonheur, c'est-à-dire qu'il le donne de force. Mais le problème, c'est comme on l'a vu, Zerofuku, il a donné le bonheur de force, sauf qu'au final, on a très vite vu que les humains auxquels il avait donné le bonheur, se sont un peu détournés, et au final, ça n'a pas trop marché. Et du coup, lui, l'idéologie de
Bouddha, c'est tout simplement le contraire, c'est que l'humain doit trouver par lui-même le bonheur et ne doit pas être donné. Du coup, voilà à peu près les différentes forces, enfin les différents penchants idéologiques. Hein. D'un côté, on a Zero Fuku qui lui pense que le bonheur doit être donné, et de l'autre, Bouddha qui dit non, 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 il ne doit pas être donné, au contraire, c'est l'humain qui doit le trouver. Donc là, on a par-delà de ce combat-là, on a quand même un combat pour imposer l'idéologie de l'autre. Donc ça va être un combat idéologique et ça, c'est magnifique. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler Transformation. Et oui, hein, on continue notre combat avec d'un côté Bouddha, de l'autre Zero Fuku. Et ben devinez quoi, Zero Fuku sera tellement énervé qu'il va décider de transformer une nouvelle fois son arme, hein, son artefact en espèce de lame à tête chercheuse. Hein. C'est-à-dire qu'il va lancer pas mal de lames et les lames vont simplement suivre sa proie, hein, qui est Bouddha, jusqu'à qu'elle le touche. Bouddha, lui, en face, il va répliquer, il va lancer également une transformation de son spectre, et son spectre va se transformer en une espèce de petite lame, hein, une petite épée assez courte qui s'intitule Aksaya. Et grâce à ça, en fait, il va pouvoir assez facilement esquiver et détourner tous les épées et lances envoyées par Zero Fuku. Et là, ils vont avoir une petite discussion, Bouddha et Zero Fuku en combat. Il va lui dire, mais mec, si tu veux changer, si tu veux trouver le bonheur, il faut d'abord que tu s'acceptes tel que tu es. Et puis là, petit à petit, on a Zero Fuku qui va prendre conscience que c'est vrai, il faut que je m'accepte tel que je suis, puis il va finir par accepter tel qu'il est, et puis il va en quelque sorte retrouver le bonheur. Le bonheur, il va un peu s'apaiser, si vous préférez. Par-delà de ça, une fois qu'il était apaisé, il va se transformer en une espèce de Zero Fuku un peu plus gentil. Hein. Il va retrouver une nouvelle forme un peu initiale, un peu petit. Et puis là, tu as ces deux cornes qu'il avait sur sa tête qui symbolisent un peu le côté dark, son côté sombre, hein, je pense. Ces deux cornes vont tout simplement tomber et vont tout simplement lui rentrer dans son corps, hein, mais assez violent. Hein. Du coup, il va un peu crier de douleur. Et par-delà de ça, il va opérer une nouvelle transformation et on va voir qu'il y a un nouveau monstre qui va sortir de son corps. Alors le nouveau monstre, il s'appelle le roi démon du 6e ciel. Hein. C'est tout simplement Mara qui va sortir de son corps et qui va prendre littéralement sa place. Et voilà comment se termine le manga. Alors pour l'instant, on ne sait pas si c'est Bouddha qui a gagné, puisque finalement il a en quelque sorte abandonné Zero Fuku, mais qu'il y a une autre personne, enfin il y a un autre monstre qui est sorti de son corps. Alors on ne sait pas, au niveau du match on ne sait pas pour l'instant qui a gagné, mais en tout cas ça s'est arrêté là, et que Zero Fuku avait tout simplement réussi à trouver le bonheur. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 12 de Valkyrie Apocalypse. Hein. Encore une fois, c'est un tome juste magnifique. Hein. On a eu pas mal de choses. Hein. On a eu déjà pas mal de combats, hein, avec notamment les artefacts comme point principal. On a eu le passé, le fameux passé de Bouddha, et notamment sa vision de la vie, hein, et du bonheur, hein, son idéologie, hein, qui est elle totalement opposée à l'idéologie du bonheur de Zero Fuku. Hein. Donc en quelque sorte ce duel, c'est un peu un duel d'idéologie, et ça j'adore beaucoup. Par-delà de ça, on a eu un tout nouveau monstre vers la fin qui a fait son apparition, hein, qui me semble assez violent, assez meurtrier. Bref, j'ai vraiment envie de voir la suite dans le tome 13. Si je devais mettre une note sur 5 étoiles, je leur ai mis la note de 4 sur 5 en termes d'étoiles. Vous savez pourquoi je lui mets 4 sur 5? Tout simplement parce que ça manque quand même de parties un peu bonus, d'explications, notamment sur les divinités. Voilà ce que je pouvais dire. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.